Alors d'abord, je tiens à vous remercier d'accepter de répondre à quelques questions. Merci à vous. Surtout sur deux de vos livres, L'avenir des humanités, qui est un grand livre, bien écrit, très clair. Merci. Et puis Pour une écologie de l'attention. D'accord. Alors, lors de votre premier livre, L'avenir des humanités, vous parlez d'imitation coutume qui serait passée à une imitation mode. Pouvez-vous nous en dire plus? Donc là, en fait, dans cette question d'imitation mode ou coutume, je reprends des catégories qui viennent de Gabriel Tarde, qui est donc un sociologue, enfin un philosophe, mais qui fondait la sociologie à la fin du 19e siècle, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Les lois de l'imitation, qui a été réédité, en fait tout Tarde a été réédité au début des années 2000 par des amis de la revue Multitude, il y a Eric Aliès, Maurizio Lazzarato, et donc les lois de l'imitation ont été rééditées en 2001. Et dans ce texte, donc il nous dit, la thèse générale, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que la socialité humaine? C'est qu'on s'imite. On s'imite tout le temps. Et donc lui part du fait que vivre ensemble, c'est s'imiter les uns les autres, que ce soit les élèves qui imitent l'enseignant, que ce soit les enfants qui imitent les parents, etc., etc. Donc il y a ce principe d'imitation qui est là au début de tout, et donc c'est ni bien ni mauvais, c'est comme ça, on s'imite. Et après, il faut essayer de construire la diversité des formes de vie sociale, la diversité des comportements, merci, à partir de cette notion d'imitation. Donc une première distinction qu'il fait, c'est l'imitation coutume, c'est l'imitation qui se transmet à travers les générations et qui reste stable. Donc le fait que pendant longtemps, les hommes auraient mis des pantalons et des chemises et les femmes auraient mis des jupes, c'est quelque chose qui s'hérite des parents. En général, on ne le remet pas forcément en question, on ne se dit pas comme ça, les hommes s'habillent d'une façon, et moi ça serait bizarre si je sortais habillé en jupe. Donc c'est par coutume que j'imite mon père qui mettait des pantalons et pas ma mère qui mettait plutôt des jupes. Imitation, coutume, qui se transmet à travers le temps. Et une des thèses de Tarde, c'est de dire de plus en plus, on passe de cette imitation coutume qui serait dans les sociétés plutôt traditionnelles, tradition, c'est ce qui se transmet, à des imitations modes qui au contraire sont moins organisées à travers le temps de génération en génération qu'en synchronie, tout d'un coup, tout le monde, les garçons se laissent pousser les cheveux. Dans les années 60, fin des années 60, 70, moi j'ai grandi à ce moment-là, j'avais les cheveux très longs, c'était pas original du tout, j'imitais des stars de rock, j'imitais des gens qui avaient les cheveux longs. Donc parce qu'à ce moment-là, pas mon père il disait coupe tes cheveux, donc c'était contre la coutume en quelque sorte, je me définis à travers une sorte de vague d'imitation qui est à un moment dans le temps et qui va changer très vite, parce que 10 ans plus tard ou 7 ans plus tard, c'était les New Wave, c'était les punks où tout le monde se coupait les cheveux très courts, etc. Donc on voit bien qu'il y a une imitation qui assure la tradition de génération en génération, et un autre mode d'imitation, on imite nos contemporains sur justement ce qui s'appelle des effets de mode. Des effets de mode. Et donc là, à la fois, on peut se dire, tiens, c'est de l'imitation, ça confirme la thèse de Tarde, à savoir que les humains, ça s'imite les uns les autres, mais ça s'imite de façon très très différente, soit à travers les générations, avec une stabilité dans le temps, qui font des cultures, soit au contraire avec une mutabilité. Et les imitations, c'est par vague, et ça change. Les imitations mode, la mode, c'est par vague, et c'est fait pour changer très vite, soit les habits, où chaque année, on a de nouvelles choses qui sont mises sur le marché, et on doit être en synchronie avec les autres, et souvent, on est décalé par rapport à la mode, parce qu'on suit la mode l'année dernière, alors que ça vient de changer et qu'on ne s'est pas rendu compte. Donc, dans les deux fois, c'est de l'imitation. Maintenant, si je peux rajouter quelque chose, un élément supplémentaire qu'ajoute Gabriel Tarde pour construire cette vue de la sociabilité à travers l'imitation, c'est de dire... non seulement on s'imite, mais des fois on fait exprès de ne pas imiter les autres. À savoir, comment ça a commencé le punk, où les gens sont coupés les cheveux très courts, c'est de dire, on ne veut pas être des hippies, on ne veut pas être comme la génération d'avant, et donc on ne va justement pas les imiter. Et là, Tarde a un mot pour ça, il parle de contre-imitation. Contre-imitation. Ils ont tous les cheveux longs, et bien moi je me coupe les cheveux. Ou réciproquement. Et donc pour Tarde, alors il nous dit, c'est quand même une forme d'imitation. Ce qui est contre-intuitif, parce qu'on se dit justement, on fait le contraire des autres. Mais faire le contraire des autres, ça veut dire qu'on se situe par rapport aux autres. Et donc, tous les phénomènes de contre-imitation, où, je ne sais pas, aujourd'hui, aujourd'hui personne, aucun, on a vu que sur la scène, il n'y avait que des hommes, aucun n'est venu avec des jupes. Moi je pourrais dire, tiens, demain, je veux me singulariser,
Je ne veux pas être à la mode, je ne veux pas être dans la coutume, je vais m'habiller avec une jupe. Ça, pour Tarde, ça reste de l'imitation, contre-intuitivement. Pourquoi? Parce que, en prenant le contre-pied de ce que font les autres, c'est quand même par rapport aux autres que je me situe. Et donc, c'est bien une forme d'imitation, simplement je renverse. Si tout le monde fait A, moi je vais faire, tout le monde fait noir, moi je vais faire blanc, etc. Et il dit, lorsque vous faites ça, vous croyez que vous êtes très original? Pas du tout. Vous êtes toujours un esclave de la mode, vous êtes toujours... Il ne prend pas ça du tout de façon négative, esclave de la mode, esclave c'est pas très bien. Lui il dit simplement, vous êtes toujours un être socialisé, vous définissez toujours par rapport à ce que font les autres, et au lieu d'imiter blanc pour blanc, vous imitez noir pour blanc. Mais c'est toujours une fonction. Et il dit, il y a un mode de comportement qui serait un peu une exception à ce que je dis. Je ne me rappelle plus comment il appelle maintenant. C'est pas contre-imitation, c'est la non-imitation. Et là, ça voudrait dire, j'ignore la façon dont les gens se coupent les cheveux, j'ignore la façon dont les gens s'habillent, et je vis dans ma bulle. Mais on voit que ça, c'est une forme d'asocialité, c'est une forme d'autisme, de folie, etc. Et que soit certains comportements de sagesse extrême, d'ascèse, etc., peuvent en arriver là, mais c'est des comportements qui sont très suspects et qui, justement, dont on se dit, bah tiens, celui-là, si on n'imite personne, on est asocial. Et c'est encore un mode d'existence, mais très peu soutenable et finalement rarissime. Donc la thèse de Tarde, à travers imitation coutume, imitation mode ou contre-imitation, c'est généralement de dire, c'est à partir de phénomènes d'imitation qu'il faut comprendre la socialité. D'où, si je peux encore ajouter quelque chose là-dessus, Tarde a aussi, il fait après un livre qui s'appelle, je ne sais plus c'est les lois, je crois que c'est les lois de l'imitation, quelque chose sur la logique de l'invention, parce que, de nouveau, on pourrait objecter à Tarde, si tout le monde s'imite, comment vous expliquez qu'il y ait des inventions? L'invention, au contraire, l'innovation, l'invention, ça a l'air d'être le contraire de l'imitation. Et Tarde nous dit ceci, si vous regardez les processus à travers lesquels des imitations se font, des inventions se font, c'est toujours des imitations. On imite un peu ce qu'on a fait dans ce domaine, et puis un peu ce qu'on a fait dans ce domaine-là, et puis on fait des mélanges d'imitations qui deviennent originaux. Donc, une des thèses centrales de Tarde, c'est de dire l'originalité, qui sera le contraire de l'imitation, c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve à l'origine. Personne n'est né original, contrairement à ce qu'a l'air de dire la langue française. On devient original en imitant une sélection de phénomènes ou de gens assez divers pour qu'on devienne le seul à imiter cela. Alors, si j'imite un seul musicien, je vais avoir le même son que lui. Si j'imite deux musiciens, ça sera une sorte d'hybride où on va reconnaître un petit peu l'autre. À partir du moment où j'imite 10 musiciens, le mix, comme dans les cocktails, le mix que je vais faire, il sera un petit peu propre à moi. Ça sera toujours de l'imitation. La base, c'est toujours de l'imitation, mais j'en arrive à devenir original, pas du tout à l'origine, mais je deviens original parce que j'imite des gens que personne d'autre n'imite ensemble. Je ne sais pas si ça fait sens. Tout à fait, oui. Et alors, est-ce que ça a joué sur notre modèle d'apprentissage? Est-ce que ça change quelque chose? Alors, je crois que pour moi, ça nous dit deux choses. Ça nous dit, c'est par imitation qu'on apprend, et là, je ferai référence à un autre auteur, beaucoup plus récent, qui est toujours vivant, un anthropologue anglophone, enfin je crois qu'il est même écossais, qui s'appelle Tim Ingold, I-N-G-O-L-D, Tim Ingold, que j'aime beaucoup. Et lui, il nous dit, il faut repenser la façon dont on conçoit l'enseignement. Que ce soit à l'université, dans les petites classes, ou quoi que ce soit, on a toujours tendance à penser l'enseignement comme transmission de connaissances. Mais c'est pas faux. C'est vrai que, en cours de chimie, il y a quelqu'un qui connaît la chimie, qui donne des éléments de chimie à quelqu'un qui connaît moins bien la chimie. Donc c'est pas faux de dire que l'enseignement, c'est une transmission de connaissances. Mais ce que dit Tim Ingold, c'est que beaucoup plus important que la transmission de connaissances, en particulier aujourd'hui où vous me posez une question, je mets une question dans Google et mon ordinateur, une question factuelle ou autre, et puis je peux trouver des informations factuelles, je peux trouver des schémas sur comment faire. Donc sur la chimie, je peux trouver, en gros, la plupart des connaissances dont on peut avoir besoin, ou on peut les trouver par soi-même sur Internet. Aujourd'hui, ce qui est plus important encore que ça dans un cours, c'est, dit Tim Ingold, l'éducation de l'attention. Éducation de l'attention. Donc on voit bien, transmission de connaissances ou éducation de l'attention. C'est à la fois proche et à la fois un petit peu distinct. Et Tim Ingold rajoute ceci, comment éduquer l'attention? On peut donner des règles.
On peut dire, vous allez regarder d'abord ceci, vous allez regarder pendant 30 secondes, puis vous allez regarder ceci, et puis, donc on peut donner des règles de l'attention, mais la plupart du temps, la façon dont nous nous éduquons les uns les autres, c'est à travers justement des phénomènes imitatifs. À savoir, vous faites quelque chose, je vous regarde faire la chose, et j'essaye de vous imiter. Et les exemples qu'il prend, parce qu'il est anthropologue, donc il a travaillé sur les Inuits, donc les Esquimaux dans le Grand Nord, mais il rend compte plus particulièrement de la façon dont, en Afrique, alors je ne me rappelle plus, malheureusement plus exactement dans quel pays africain ou dans quelle ethnie ça se passe, mais comment des jeunes femmes apprennent à faire des baskets, comment on dit, des paniers. Hein, des paniers. Et donc il observe comment une jeune fille qui ne savait pas faire des paniers devient capable de faire des paniers. Et il dit, oui, il y a quelqu'un qui va leur dire 2 ou 3 choses, mais la plupart du temps, elles vont d'abord observer la personne plus âgée qui fait les paniers, puis, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Ça ne suffit pas d'observer, ça va être de prendre elle-même des bouts de roseau, de tisser, et justement de sentir, d'éduquer l'attention, parce qu'il va dire que c'est, pour savoir faire un beau panier, il faut avoir dans les doigts, dans l'œil, la bonne couleur de l'osier, quand il n'est pas trop sec et pas trop frais, ça c'est ce qu'on a dans l'œil, il faut le repérer. Ensuite, il faut avoir dans le doigt la pression, si on presse trop, ben on le casse, si on ne presse pas assez, ben il ne se tourne pas, et que tout ceci, c'est basé d'abord sur l'imitation, c'est une sorte de va-et-vient entre je regarde quelqu'un qui le fait, je regarde sa main, comment elle presse pour que ça rentre bien, je regarde quel osier elle choisit, donc ça me dit qu'une certaine couleur qui est meilleure qu'une autre, et d'une autre manie à nous occidentaux de donner des règles, hein, c'est un petit peu Descartes, la méthode. Hein, qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est la méthode cartésienne ou pas, où d'abord vous avez 1, 2, 3, puis vous faites ces étapes, puis si vous faites ces étapes, ça va marcher. C'est très utile de faire ça pour certaines choses, mais la plupart du temps, on apprend de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus réaliste, en imitant les gestes que fait quelqu'un. Et donc moi, ce que j'essaye de faire en tant qu'enseignant, alors j'ai la chance ou pas, mais je ne sais pas, j'enseigne à l'université, il me semble que l'université, c'est un lieu où on apprend à faire de la recherche, et que la meilleure façon d'apprendre à faire de la recherche, je me méfie un petit peu des règles et des méthodes, c'est plutôt de dire, ben, faisons de la recherche ensemble. Et si moi j'ai quelque chose, une avance sur vous, parce que ça fait 40 ans que je fais de la recherche alors que vous commencez, eh ben c'est, on fait de la recherche ensemble, vous essayez de voir ce que je fais qui vous semble utile, et puis il y a des choses, je dis des choses qui ne vous semblent pas utiles, ben vous les oubliez. Moi je regarde ce que vous amenez là, parce que vous avez des questionnements ou des réflexes justement, en particulier avec les appareils numériques et tout, que je n'aurais pas forcément, et donc c'est en faisant de la recherche ensemble qu'on éduque notre attention ensemble, en essayant de comprendre qu'est-ce que fait l'autre qui a l'air de bien marcher et qui a l'air de faire des beaux paniers. Et donc là, on voit bien que c'est toujours une logique de limitation, hein, on reste toujours sur ces questions de tard, d'imitation. C'est, je dirais, plutôt l'imitation de gestes que le fait de suivre des méthodes de nouveau explicites avec des étapes, etc. Parce que là, il me semble qu'il y a une violence dans les règles et dans les méthodes explicites, et souvent quelque chose de très frustre. Hein. Il y a une grande perte de finesse entre les gestes que nous faisons, les gestes relationnels que nous faisons les uns avec les autres, ou les gestes que nous faisons lorsque nous cherchons, lorsque nous faisons des paniers, et la traduction de la complexité de ces gestes en règles, il y a une perte énorme. Et de se fier trop aux règles, on doit le faire de temps en temps, c'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des administrations avec des règles, la bureaucratie, donc on ne peut pas s'en passer, ce serait idiot de penser qu'on peut s'en passer, mais reconnaissons au moins la lourdeur, la rigidité, tous les problèmes qui sont liés à ceci, et lorsqu'on peut passer par la voie de l'imitation des gestes, on va beaucoup y gagner. Des fois c'est pas possible, mais lorsque c'est possible, en particulier dans la relation d'enseignant, je trouve qu'on y gagne un peu. Alors j'aimerais bien qu'on aborde cette question de l'attention conjointe. D'accord, l'attention conjointe. Okay. Puisque ça rejoint l'imitation, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'imitation, ce besoin d'attention commune. Et donc il y a ce passage très intéressant où vous parlez d'attention conjointe. Comment cette attention conjointe est importante, parce que justement, à l'heure actuelle, on parle beaucoup des MOOC, etc., et on n'a pas cette attention conjointe-là en informatique, puisque la personne est derrière son écran. D'accord. Donc en quoi la présence de l'enseignant est intéressante et il faut la préserver. D'accord. Alors là, c'est une question très, très intéressante, très riche et très complexe.
Je ne sais pas si je vais pouvoir lui faire justice là en quelques phrases, mais la première chose peut-être c'est donc peut-être je vais cadrer un petit peu les choses. Donc pour parler de l'attention, dans le livre, j'ai essayé de proposer 3 niveaux. Un niveau qui est celui auquel on pense habituellement lorsqu'on dit que les gens sont attentifs ou pas, à savoir l'attention individuelle. On a un livre, hein, il y a un sujet individuel, un livre, et est-ce qu'on est attentif ou pas au livre? Et on dit qu'aujourd'hui on a de la peine à soutenir l'attention parce que à partir de quelques pages, voilà, on est distrait parce qu'un téléphone nous appelle. Donc ça c'est un individu et un objet, un sujet et un objet, attention individuelle. Il y a un autre niveau le plus vaste qui serait l'attention collective, le fait que à tel moment de l'année, eh ben, on parle tous de Noël, des fêtes de Noël. C'est une histoire culturelle parce que vers décembre, des gens veulent nous vendre des histoires et puis il y a des rapports, on essaie de se retrouver en famille. Donc il se trouve que par imitation, là c'est vraiment l'imitation coutume, vers Noël, vers décembre, on parle de Noël. Ça c'est des phénomènes d'attention collective et donc voilà. Ou alors forcément les nouvelles, on fait attention à l'accident d'avion, etc. Tout le monde parle en même temps de ces choses-là. Et là, c'est les phénomènes de médias, je parle d'envoûtement médiatique. Donc on a du collectif très très large à travers les médias, de l'individuel, où c'est toujours un médium, le livre que j'ai, c'est toujours un médium, mais c'est mon rapport individuel, et il y a une couche intermédiaire qui s'est fait isoler dans les discours sur l'attention, la psychologie depuis une 15 ou une vingtaine d'années, joint attention en anglais, qui s'appelle donc, qu'on peut traduire comme l'attention conjointe, qui se définit par le fait que c'est du collectif, donc on est à plusieurs, mais ce sont plusieurs personnes, alors on va rester aux humains, après ce qu'il y a des choses avec les animaux, on peut discuter, mais c'est trop compliqué pour là, donc on est plusieurs humains, et qu'est-ce qui définit l'attention conjointe? C'est le fait qu'on soit sensibles les uns aux autres. Et de nouveau, on va retourner d'ailleurs à Gabriel Tarde dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est Gabriel Tarde qui a introduit une distinction entre ce qu'il a appelé les publics et les foules. Les foules, c'est par exemple une manifestation de rue, à savoir, les gens sont ensemble dans la rue, et s'il y en a un qui lance un slogan, les autres risquent de reprendre le slogan. Pourquoi? Parce qu'ils s'entendent les uns les autres. Ils se voient et ils s'entendent les uns les autres dans la rue. Alors que qu'est-ce que c'est qu'un public? Un public, alors pour Tarde, c'était les journaux. Pour nous, c'est les journaux ou la télévision ou la radio, où chacun est chez soi. Et oui, à 20 heures, on entend tous parler d'un accident d'avion, ou de terrorisme, ou de réchauffement climatique, etc. Donc on est bien ensemble, on est bien en phase. Hein. Mais dans un public, et ce qui fait qu'on est dans un public, c'est que je ne sais pas si le voisin rigole ou pleure. Quand il voit quelque chose, je ne sais pas s'il dit bah, tant mieux parce que voilà, on va faire la révolution, ou s'il a peur parce qu'il va perdre ses propriétés. Donc ce qui définit les publics, c'est c'est bien une attention collective, mais une attention collective isolée les uns des autres. Alors que l'attention conjointe, on est attentif aux mêmes choses et on sait comment les autres sont attentifs. Et donc un des exemples que prennent les psychologues, c'est qu'à un certain moment de développement de l'enfant, assez tôt, je crois, c'est autour d'une année, quelque chose comme ça, jusqu'à présent, l'enfant était seulement sensible à la présence de la mère, ou à ce que la mère faisait avec lui. Et à partir d'un certain moment, il se rend compte, alors la maman ou le substitut de la maman ou le papa, peu importe, hein, si la figure parentale, tout d'un coup, est distraite par quelque chose. Donc vous tenez votre enfant, et puis quelqu'un rentre dans la salle et vous regardez vers lui. À partir d'assez tôt, l'enfant s'aperçoit de ça. Donc il s'aperçoit de quoi? Il est conscient il est attentif à l'attention des autres. Si l'attention se dirige vers lui ou si elle se dirige ailleurs. Donc tous ces phénomènes d'attention conjointe, c'est ces phénomènes où des humains sont attentifs à l'attention que portent à eux, à l'environnement, aux objets, les autres humains. Et donc là, vous allez commencer par dire, oui, alors on est derrière des écrans, et donc c'est pas conjoint. C'est pas aussi simple que ça. Intuitivement, vous avez tout à fait raison, en général c'est vrai, mais on peut trouver des contre-exemples. Par exemple, qu'est-ce qui se fait lorsqu'on est avec Skype, hein, lorsqu'on communique par Skype? C'est bien une forme d'attention conjointe, parce que je parle avec une personne, il peut y avoir plusieurs personnes, mais disons même si on en reste à deux, je fais une discussion, là il se trouve qu'on est ici ensemble, donc là je suis sensible à votre attention. Si vous commencez à bâiller, ou si je vois que vous regardez en l'air de qu'est-ce qu'il raconte, ben, ça va changer ce que je raconte. Si vous avez la gentillesse de sourire, je me dis, bah, tiens, je vais continuer comme ça. Donc je suis sensible à votre attention. Et ça, si j'étais à Tokyo et que vous soyez à Tournai, et qu'on ait un écran, et que je vois votre visage qui me sourit, ou qui regarde en l'air, ou qui bâille, il y a plein de choses qui changent, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut des satellites, parce qu'il faut des câbles, donc c'est pas la même chose, mais l'expérience que j'ai dans la communication avec vous, si c'est une assez bonne définition, s'il n'y a pas trop de retard, de délai, etc., on peut dire que c'est une forme d'attention conjointe.
Donc, ce qui compte, c'est pas seulement d'être au même moment, au même endroit, de façon immédiate. Ça peut passer par des médiations, y compris par des écrans, mais ça veut dire qu'on réagit en temps réel à ce vers quoi les autres humains dirigent leur attention. Et donc, les exemples classiques d'attention conjointe, c'est, outre les conversations, etc., c'est la salle de spectacle vivant par rapport au cinéma. Quand vous allez au cinéma, ce qui se passe sur la scène, le film il se projette. Que les gens rient ou rient pas, alors que lorsque vous allez au spectacle vivant, les acteurs réagissent fortement, ils sont nourris par l'attention qu'on leur prête. Autre distinction, regarder un film chez soi tout seul sur une vidéo, où là on est vraiment un public, ou regarder un film dans une salle de cinéma, ou de nouveau, si quelqu'un commence à rigoler dans une scène tragique, parce qu'il trouve que vraiment l'actrice ou l'acteur est vraiment trop nul, eh ben ça va être contagieux, et tout le monde va trouver nul cette scène, parce qu'il y en a un qui nous a rendu sensibles à ça. Donc notre vision du film, notre expérience du film, notre attention au film va être influencée, déterminée, conditionnée, appelons ça comme on veut, par l'attention des voisins. Ce qui n'arrive pas justement lorsqu'on regarde la télévision tout seul chez soi. Bon. Alors tout ça pour mettre en place, la question, c'est ce qui nous intéresse, c'est de nouveau des questions plutôt de pédagogie. En classe, parce que vous parliez des MOOCs, en classe justement, on est dans une situation d'habitude d'attention conjointe, où que ce soit un cours ex cathedra, magistral, ou que ce soit des séminaires plus interactifs, peu importe, l'enseignant, disons, qui parle, est sensible à l'attention ou au manque d'attention des étudiants. Les étudiants sont sensibles entre eux au fait que voilà qu'on se moque, etc. Et sitôt qu'il y a des échanges, alors on voit, c'est très clair qu'il y a des phénomènes d'attention qui se retournent, partagés, etc. Alors, la question c'est quelle part joue cette attention conjointe dans les phénomènes d'éducation? Et, comme vous l'avez très bien dit, un des modèles aujourd'hui pour réduire les coûts de l'éducation, en particulier supérieure, université, etc., c'est de passer par des MOOCs, donc des Massive Open Online Courses, des cours offerts en ligne à grande échelle, parce qu'il peut y avoir des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui suivent le cours, et donc on produit du matériel. En général, c'est beaucoup plus raffiné que simplement un type qui fait son cours. On met des vidéos, on met des exercices, on met des choses, on profite du multimédia pour faire un cursus d'une dizaine de semaines, disons. On met en place tout un système d'examination par ailleurs, voire de tutorat, avec des choses très intéressantes qui font que les étudiants se rencontrent dans chaque ville, avec des Facebook ou autres, ou se rencontrent en réalité pour faire les exercices, pour communiquer. Donc ils refont des petits modules d'attention conjointe, en marge du cours, entre étudiants, et ça peut être très bien. Et donc il y a un certain dispositif de diffusion, disons, du savoir qui passe par les MOOCs. Moi, je ne suis pas contre a priori. Il me semble que c'est très bien. Moi, j'écoute la radio, j'écoute des choses. Je suis très heureux de trouver sur Internet un professeur ou quelqu'un qui a fait de la recherche, qui fait un cours, qui parle de ces choses, et de voir des MOOCs sur des choses que je ne connais pas, c'est merveilleux. Donc moi, je ne trouve pas du tout que c'est à fusiller ou à exécuter a priori. C'est très utile. Ça permet à des gens qui ne vivent pas dans des grandes villes, qui ne peuvent pas se payer des grandes universités, etc., d'acquérir une éducation. C'est merveilleux, c'est un des avantages remarquables de la technologie. N'empêche qu'il y a quelque chose qui passe plus difficilement. Je ne dis pas que ça ne peut pas passer, de même qu'avec Skype, on peut faire de l'attention conjointe. Donc ça dépend comment on le conçoit, ça dépend comment on met quelque chose autour de ça, ça dépend justement quelle communauté se crée autour de ces MOOCs, mais qu'il y a un moment essentiel de l'éducation qui est ce que j'appelais tout à l'heure l'éducation de l'attention, et l'éducation de l'attention par l'imitation des gestes. Et donc gestes, c'est pas seulement les gestes de la main, moi je gesticule beaucoup, mais c'est les gestes de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un geste de recherche, que j'essayais de dire tout à l'heure. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, je ne sais pas ce que ça sera dans 3000 ans, mais pour le moment, ça passe à travers des situations d'attention conjointe et en petits groupes, à savoir, c'est entre 7 et 15, voire 20 personnes, me semble-t-il, qu'on a un bon environnement d'attention conjointe pour que les interactions soient assez riches, pour qu'on puisse apprendre certaines choses beaucoup plus vite que s'il fallait passer par des règles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
ou que si il fallait, que si on essayait de le transformer en séquence de vidéos et de choses comme ça. Parce que, de nouveau, lorsqu'on voit et qu'on peut interagir, poser des questions et répondre et faire des exercices et explorer une piste et voir que ça ne va pas et l'autre vous dit pourquoi ça ne va pas, etc. Donc il y a une finesse d'interaction que j'imagine pas qu'on puisse avoir à travers des grands dispositifs collectifs, que ça soit les MOOCs ou que ça soit les cours ex-cathedra dans des aulas avec 300 personnes. À mon avis, les enseignants qui s'opposent aux MOOCs alors qu'ils ont toléré, voire qu'ils ont participé à des grands cours avec 500 personnes dans des auditoires, moi je ne comprends pas très bien leur raisonnement, parce que au moins avec les MOOCs, vous avez du multimédia, à mon avis c'est beaucoup plus riche un MOOC que ça. Avec l'exception de quelques personnes qui ont une parole remarquable et où on se dit qu'il se passe quelque chose lorsqu'on est en train de les voir, et qu'il y a tout ce côté performance, qui fait aussi partie du travail, de toutes les relations d'ailleurs, de la vie sociale, hein. On est toujours en train de performer un petit peu les uns les autres, et il y a des grands performeurs, et de même que voir un concert en vidéo, ça peut être sympathique, mais d'être là sur le moment, lorsque la musique est en train de se faire, il y a une émotion, il y a une emprise, il y a une participation beaucoup plus forte. Je comprends tout à fait qu'il peut y avoir des aulas avec des auditoires avec 500 personnes pour voir un type génial en train de performer sa génialité. Donc que ce soit une rockstar avec une guitare, que ce soit un type avec sa parole parlant de philosophie, c'est tout à fait comparable, et pourquoi pas, je ne condamne pas ça du tout. Ce que je vois, c'est dans la plupart des universités, enfin pas la plupart, mais souvent dans les universités, c'est des types qui viennent faire leurs cours, ils le lisent, ou ils s'emmerdent encore plus que les étudiants, et là moi je dis tant mieux les MOOCs. Donc utilisons les MOOCs pour faire une certaine partie du travail d'enseignement. Si, et c'est ça le danger des MOOCs, c'est que ça se fait utiliser par des rationalités économiques, par des rationalités de captation de profit, pour remplacer l'attention conjointe, hein, l'attention qu'on prête les uns aux autres. Et là, il y a une double signification du mot attention en français qui est très importante, qui est on peut être attentif ou on peut être attentionné. Attentif en général, on est attentif à des objets, à des dangers, à des événements. On est attentionné envers des êtres vivants, des êtres sensibles. Ça peut être des chats ou ça peut être des humains. Et ce qui se passe, me semble-t-il, dans ce qu'on apprend à l'école, que ce soit la petite école, jardin d'enfants, jusqu'à l'université, c'est d'apprendre à être attentif à certaines choses, comme disait Ingold, éducation de l'attention, mais c'est aussi apprendre à se socialiser, donc apprendre à être attentionné les uns envers les autres. Et de nouveau, ça me semble absolument essentiel d'essayer de cultiver dans l'espace d'enseignement ce fait d'être attentionné les uns envers les autres, que ce soit les étudiants qui respectent les uns les autres, qui ne se parlent pas pendant que quelqu'un d'autre parle, etc., ou respectent l'enseignant, mais que ce soit aussi l'enseignant qui respecte les étudiants. Et donc ça, c'est très important comme mode de socialisation. Et ça, de nouveau, ça passe de façon très très différente par les MOOCs ou par les choses qui passent par les médias. Il peut y avoir, hein, on voit très bien dans les films, il y a des films qui sont basés sur la violence qu'ils font à leur auditoire, en mettant toujours des bruits d'explosion, en mettant des montages hyper rapides, en mettant des enchaînements narratifs hyper attendus. Et puis il y a des films qui sont plus attentionnés, qui sont plus doux, qui sont plus souples, qui accueillent la réflexion de celui qui regarde, etc. Et donc, quel que soit le médium, que ce soit en performance live, je dirais, en direct, ou que ce soit à travers des médias enregistrés, cette question d'être attentionné envers ceux avec lesquels on communique, c'est très important. Et c'est plus important, je dirais, que de savoir si ça passe par des caméras ou si c'est en direct. Parce qu'il y a des modes d'enseignement de la part de professeurs qui sont beaucoup plus violents, finalement, qu'un bon MOOC, me semble-t-il. Je vais